Bonjour à tous, Bonjour, bienvenue pour ce... bonjour, Pardon. bonsoir, peut-être Ah 18 oui, heures, on va peut-être dire bonsoir. donc, Bonsoir à toutes et à tous. donc bonsoir et bienvenue pour ce webinaire à l'occasion de la publication des résultats annuels 2024 de Thermador Group. Nous avons anticipé à peu près 40 minutes de présentation et puis 20 minutes de questions, donc 1 heure de webinaire. Merci pour votre présence. Tout d'abord, sur cette première image, vous voyez notre document d'enregistrement universel. Vous savez qu'on fait partie des sociétés à sortir ce document quasiment en même temps que les résultats. Donc, il devrait être disponible sur le site internet du groupe à peu près à partir de mercredi. Il est assez riche, vous le savez, assez étoffé, 232 pages. Mais je rappelle que sur le chapitre 1, vous pouvez rapidement avoir l'essentiel des éléments que vous recherchez en tant qu'actionnaire. Quelques mots pour nos équipes. Nous sommes maintenant 821 personnes dans le groupe Thermador, à périmètre constant en légère augmentation de 2%. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a eu 7 personnes qui sont arrivées avec l'acquisition d'Alto Metering en 2024. Donc vous voyez une progression tout à fait limitée du nombre de personnes dans le groupe Thermador. Les filiales continuent à peaufiner leurs équipes, renforcer, se structurer pour préparer l'avenir. Mais toutefois, nous nous adaptons à un contexte qui est difficile, vous le savez. Alors, les grands faits marquants de l'année 2024, on en a parlé à plusieurs reprises, on en reparle aujourd'hui, c'est les phénomènes sur la rénovation énergétique, les phénomènes liés aux subventions de l'État, MaPrimeRénov', ces subventions qui ont beaucoup changé, soit sur les allocations, sur la réglementation, ce qui a beaucoup perturbé le marché et extrêmement pénalisé notre filiale Thermador, qui est un acteur significatif des équipements de pompes à chaleur et de panneaux solaires thermiques. Donc cette filiale, qui est une des plus grandes du groupe en chiffre d'affaires résultat, a eu une baisse de chiffre d'affaires de 32% en 2024, ce qui est absolument considérable. Alors pour vous donner un aperçu européen de ce phénomène, la France a perdu 40% sur son marché de pompes à chaleur, l'Allemagne, pardon, la France 40% et l'Allemagne 45%, l'Italie c'est plus de l'ordre de 30%. Donc vous voyez, les pays de l'Europe continentale qui sont limitrophes, eux aussi ont subi ces baisses-là. On retrouve des baisses très importantes dans le domaine du marché, enfin dans le marché du solaire thermique, à peu près moins 25 de baisse de marché en France. Les logements neufs, ben malheureusement, c'est également une année noire. Hein. 2024 sera sans doute une des plus mauvaises années enregistrées. En tout cas, depuis 1993, c'est la plus mauvaise année en nombre de logements mis en chantier, avec 263 000 logements mis en chantier. Vous savez, les politiques rêvent tous de construire 500 000 logements par an en France. Vous voyez, on en est quasiment à la moitié, avec une baisse très importante cette année, ce qui a pénalisé PB Tube et Thermacome, qui sont des filiales qui vendent prioritairement dans ce marché du logement neuf et qui ont cumulé une baisse de chiffre d'affaires de 22,8%. DPI, notre société qui vend majoritairement à des acteurs des travaux publics, des canalisations plastiques en polyéthylène, PVC, elle aussi a encore souffert cette année. Alors c'est vrai que c'est un marché qui est connexe au marché du bâtiment, hein. On est à l'extérieur du bâtiment. Et bien souvent, quand il y a de la construction, il y a des travaux publics. Et donc, DPI a cumulé à la fois une baisse de volume d'environ 11%, qui a été amplifiée par une baisse des niveaux de prix des produits sur ce marché de 10. Donc, ça fait une baisse globale du chiffre d'affaires supérieure à 20%. La pluie qui s'y est mise aussi sur cette année difficile avec une pluviométrie record, une des 10 années les plus pluvieuses depuis 1900. Donc vous imaginez la quantité de pluie qui est tombée en France, ça a pénalisé nos marchés arrosage à la fois chez Audrea, canal grand public, et chez Jetly, canal professionnel, pour environ 6,5 millions d'euros de chiffre d'affaires qu'on pourra éventuellement retrouver si on a une année
on va dire, normative en termes de pluviométrie en 2025. Les prix ont eu un impact négatif, eux aussi, à environ 2,6% en moyenne. Donc, vous voyez que la déflation ralentit. On en reparlera tout à l'heure au niveau des perspectives. Et enfin, quelques mots sur les sociétés qui nous ont rejoints. Alto Metering, une société spécialisée dans le comptage et la télérelève. Vena Contracta, c'est un fonds de commerce qui a été acheté par notre société Sodeco pour une valeur d'à peu près, un chiffre d'affaires d'à peu près 1 million d'euros. Et un projet qu'on a dévoilé à la fin de l'année dernière, C2AI, qui est une société spécialisée dans des équipements pour l'industrie, et tout particulièrement pour les industriels, du froid en France, avec de l'instrumentation, de la vanne motorisée. Et c'est une activité tout à fait complémentaire à celle d'Istrilabo et de Sectoriel au sein du groupe. En 2024, fort heureusement, nos activités industrielles ont mieux résisté. Sans doute avons-nous pris quelques parts de marché, ce qui a permis de limiter la baisse de chiffre d'affaires. Mais nous voyons quand même dans la diapositive suivante qu'au cumul, la baisse de chiffre d'affaires elle est de 13,3%, à peu près répartie d'une manière harmonieuse entre le canal grand public et le canal professionnel, sachant qu'en 2024, le canal grand public a pesé 18% de l'activité du groupe. Un regard sur le chiffre d'affaires sur 10 ans. Donc on voit que le chiffre d'affaires baisse d'une manière extrêmement marquée en 2024, avec un chiffre qui est encore légèrement supérieur au chiffre de 2021. Ce n'est pas le cas du résultat net, qui lui aussi baisse d'une manière très marquée et se retrouve inférieur au résultat de 2021 et encore supérieur au résultat de 2020. Patricia fera les commentaires plus détaillés sur les résultats tout à l'heure. En regardant la croissance organique par trimestre, nous voyons que depuis maintenant 7 trimestres, nous sommes négatifs. C'est quand même une photographie qui est intéressante parce qu'on voit très clairement la tendance. On en parlera également tout à l'heure, mais nous ne voyons pas sur le premier trimestre 2025 de tendance positive, plutôt sur la deuxième partie de l'année. Sur la diapositive qui suit, ça permet de suivre sur 4 ans les effets volume et prix. Et vous voyez qu'en 2021, là c'est la partie bleue du graphique, on voit 21% de croissance de chiffre d'affaires. La partie orange, c'est l'inflation et la partie bleu marine, c'est la croissance de volume. Donc en 2021, 16,8% de croissance de volume. Et 2022, 2023, 2024, quand on fait le cumul des pertes de volume, on est à 21% de perte de volume sur 3 ans. Donc on a perdu sur 3 ans plus de volume qu'on en avait gagné en 2021. C'est quand même un élément majeur. Patricia, tu nous parles de la rentabilité? Oui, merci Guillaume. Donc effectivement, Guillaume vous a retracé la tendance en fait sur le chiffre d'affaires, sur la rentabilité, dans la mesure où une part importante de nos charges sont fixes, c'est-à-dire à peu près estimées à 75%. Il est vrai que le fait de la baisse du chiffre d'affaires a impacté fortement notre rentabilité puisque nous avons le résultat opérationnel en pourcentage du chiffre d'affaires net qui s'établit à 11,9% contre 13,9% l'année dernière. Donc si on regarde dans le détail, nous pouvons commenter certains postes de charges, puisque les charges principales sont les charges de personnel, c'est le premier poste. Le deuxième poste, ce sont les frais de transport sur vente. Sur la partie charges de personnel, si on regarde en valeur absolue, on a une baisse de ces charges de personnel, même si on a une augmentation de notre effectif. Pour rappel, dans la structure des rémunérations de nos équipes, nous avons une partie en fait en rémunération fixe et le reste c'est en rémunération variable en fonction du résultat opérationnel. Dans la mesure où le résultat opérationnel a baissé, mécaniquement, les primes distribuées à nos salariés ont baissé également. Donc ça, c'est la première chose. Les salaires ont augmenté en moyenne de 2,9% dans l'année. On a continué de faire des augmentations de salaires.
pour suivre en fait l'évolution du prix de la vie et aussi d'être dans des salaires marchés. Donc voilà, donc ça c'est pour les charges de personnel. Sur les frais de transport, donc ça ces frais de transport c'est en fonction du volume transporté forcément à destination de nos clients. Donc là il y a deux phénomènes, le phénomène des quantités livrées et le deuxième c'est que nous avions renégocié nos tarifs à la vente, nos tarifs sur le transport sur vente et ça nous a permis en fait d'économiser environ 0,9 millions. Donc après, sur les charges fixes, on a effectivement continué de regarder parce que notre organisation décentralisée nous permet effectivement d'avoir une vision vraiment filiale par filiale et ce sont nos dirigeants dans les filiales opérationnelles qui en fait maîtrisent leurs coûts. Et donc il y a eu des efforts de fait sur les coûts de l'énergie, mais ça, on avait déjà communiqué en 2023-2024 et on continue de baisser nos coûts d'énergie. Donc on a fait en fait un gain de 1 million d'euros sur ce poste-là. Après, il y a eu d'autres éléments sur les frais de déplacement. Il y a eu aussi, comme l'activité était en baisse, il y a eu un suivi assez marqué sur les frais de déplacement. Et donc là, il y a eu des efforts de fait par rapport à ça. Donc ça, c'est sur la partie charge. Si on regarde la partie marge opérationnelle, la marge opérationnelle, c'est en fait le travail de nos équipes d'achat, mais également de nos équipes vente. Et par rapport à ça, on voit que l'organisation décentralisée nous a permis d'avoir une bonne défense de notre niveau de marge commerciale. Ensuite, je vais passer peut-être sur la diapositive suivante. Ce qui est intéressant à vous montrer, c'est l'évolution de notre résultat opérationnel versus notre résultat net part du groupe. Le résultat opérationnel a baissé de moins 25%, quand notre résultat net part du groupe a baissé de moins 22%. Pourquoi cela? Parce que il y a deux éléments à souligner. Le premier, c'est des gains financiers. Donc nous avons placé notre trésorerie positive et excédentaire. Et donc ça nous a permis de générer un résultat financier en amélioration de 1,5 million en 2024. Et l'autre élément, c'est la baisse de notre taux d'impôt. Puisqu'en 2023, nous avions un taux d'impôt à 26,9% contre 26,1% en 2024. Et c'était en 2023 où on avait décidé d'arrêter d'activer le déficit reportable d'Accélère. Et ça avait eu un impact sur notre charge d'impôt. Je vais passer ensuite sur le retour, sur deux indicateurs financiers que nous suivons, donc qui sont dans le chapitre 1 dont faisait mention Guillaume. Donc deux ratios que nous suivons, qui sont le résultat opérationnel sur le chiffre d'affaires, qui s'établit à 11,9%, et le retour sur les capitaux employés qui s'établit à 16,7%. Donc le résultat opérationnel sur le chiffre d'affaires, j'ai fait un certain nombre de commentaires qui expliquent pourquoi nous sommes à ce niveau d'Europe sur chiffre d'affaires. Par contre, pour le ROCE, le ROCE ou ROCE selon les prononciations, c'est effectivement c'est un taux bas par rapport à ce que nous avions l'habitude de voir au niveau de Thermador Group. C'est vrai que la baisse du résultat opérationnel l'explique, même si ce qui aurait pu contrebalancer, c'est la génération de cash. Donc même si on a généré une trésorerie en fait excédentaire, ça n'a pas suffi en fait à compenser. Voilà, donc ça nous donne ce ratio qui pour nous en fait est important et nous allons continuer de travailler sur des plans d'action pour améliorer ce ratio. Je vais passer maintenant à la structure financière. Donc effectivement, nous avons une structure financière qui reste forte. La partie stock est importante pour nous puisque nous sommes dans une société de distribution. On aurait pu s'attendre à une baisse en valeur beaucoup plus importante que ce que nous affichons. Donc nous sommes sur un montant de stock à 187 millions, en baisse de 4 millions d'euros. Ça représente plus de 213 jours d'achat consommés contre 187 l'année dernière. Donc mécaniquement, même si nos prix d'achat ont baissé, on voit que la couverture de nos stocks est en augmentation. Il y a un phénomène qui explique en partie cette augmentation. C'est les commandes passées sur le mois de décembre. Donc historiquement, nous passons des commandes importantes sur le mois de décembre en anticipation du Nouvel An chinois et de la désorganisation que ça provoque donc, dans les usines en Chine. Pour rappel, 32% de nos achats sont réalisés en Asie. Donc mécaniquement, nous avons eu 24 millions de marchandises sur les bateaux que nous avons intégrées dans notre stock.
Et on a intégré exactement le pendant dans nos dettes fournisseurs. Donc 24 millions à comparer à 11 millions l'année dernière. Donc ça explique, si on n'avait pas eu cet écart-là, finalement, nous aurions affiché une valeur de stock à 174 millions. Pourquoi toutes ces commandes? Donc j'ai parlé du Nouvel An chinois, puis il y a un autre phénomène, c'est l'allongement des délais d'approvisionnement, puisqu'on a à peu près entre 15 et 20 jours supplémentaires. Donc nos filiales ont intégré le fait qu'il y avait cet allongement de ce délai d'approvisionnement. On passe par l'Afrique, mais pas que, il y a aussi un certain encombrement. Donc tout ça pour avoir les stocks et ne pas en fait avoir des ruptures de stock et sur un bon taux de service auprès de nos clients. Même si on a une valeur de stock importante, notre trésorerie, elle est en fait record, puisqu'on a atteint un niveau de 63,3 millions d'euros de trésorerie excédentaire donc à fin décembre. Nous avons communiqué tout au long de l'année sur cette trésorerie, parce que pour nous, on était sur des niveaux à 45, 46, 47. Donc c'était un élément fort de l'année. Puisque effectivement, pour nos filiales, c'est du résultat financier. Donc, on a vu une bonne gestion du besoin en fonds de roulement de nos filiales pour pouvoir générer cette trésorerie. Cette trésorerie, elle est placée. Elle est aussi le reflet d'un suivi des délais règlement clients avec une amélioration notable chez Audrea, qui a fortement amélioré son délai de règlement client. C'est plutôt un retour à la normale, c'est-à-dire que suite à la fusion des établissements Édouard Rousseau plus l'IPRA, nous avons fait migrer sur un nouveau système d'information, notre système d'information, et le temps de reprendre un peu des méthodes de relance, clients, etc. Ça a pris un petit peu de temps. Et donc maintenant, sur l'année 2024, on est revenu à quelque chose de plutôt normatif. Sur la partie dette, pour rappel, nos emprunts et dettes sont donc 5 ans, 7 ans à taux fixe. Actuellement, il nous reste 5 emprunts. Nous avons fini de rembourser ce qui nous avait permis de financer les premières acquisitions. Et donc, nous n'avons pas contracté de nouveaux emprunts. Même si nous avons fait de la croissance externe en 2024, nous l'avons financé sur fonds propres. Et pour finir, donc les capitaux propres qui sont en augmentation à 363 millions et qui intègrent le résultat de l'année. Je vais revenir sur la trésorerie, parce que c'est quand même aussi un des éléments forts, et c'est des éléments qui nous sont souvent en fait demandés, et c'est l'évolution aussi de nos investissements. Donc si on prend l'état de flux de trésorerie, donc effectivement nous commençons une capacité d'autofinancement qui est reflet en grande partie de notre résultat opérationnel. Derrière, nous avons une variation du besoin de fonds de roulement qui nous a apporté de la trésorerie à plus de 18 millions. Après, une consommation, donc on a consommé puisqu'on a eu des dépenses d'investissement, et on a payé des investissements qui avaient été contractés en 2023, on les a payés sur 2024, ce qui explique le montant de 9,1 millions, qui est un montant un peu plus fort que si vous prenez que les investissements de 2024. L'autre élément d'utilisation de trésorerie, ça a été donc les 4,9 millions, c'est en lien avec les acquisitions que nous avons réalisées, donc Alto Metering, plus une société que nous avons rachetée pour pouvoir en fait être propriétaire, devenir propriétaire d'un nouveau bâtiment. Donc tout ça nous donne un cash flow libre à hauteur de 60 millions, et ce cash flow libre nous a permis de payer nos dividendes, rembourser nos dettes selon les plans de remboursement, et également d'acheter pour 30 000 actions. Donc ça, on avait communiqué en juillet et en août. Donc nous avons acheté 30 000 actions, et ce qui nous a coûté 2,3 millions. 2,3 millions. Donc ensuite, sur les investissements, la diapositive suivante, ça vous montre l'évolution de nos investissements. Donc ça, 2024, on avait annoncé, en tout début d'année, on avait annoncé 9,3 millions d'investissements que nous n'avons pas réalisés. Nous en avons réalisé que 4,1 millions. Pourquoi? Parce qu'il y a certains projets, ce n'est pas des projets qui ont été annulés, c'est des projets qui sont reportés. Reportés, non pas dans l'optique de la gestion de trésorerie, mais plutôt on est sur un projet logistique et on prend du temps pour prendre les bonnes décisions. Donc ça explique pourquoi. On vous a mis en fait en 2025 déjà l'estimation. Donc sur l'estimation, on est à 9,3 millions sur 2025, avec la partie en bleu qui est les investissements immobiliers. Donc on va continuer d'investir sur notre parc immobilier et avec des investissements dans nos filiales et aussi au niveau de l'informatique. Voilà, donc je passe la parole donc à Guillaume qui va vous parler du développement durable.
Alors, commençons par le social, un des piliers du développement durable. 77%, c'est le taux de satisfaction de nos salariés en réponse à notre questionnaire que nous publions tous les 3 ans, que nous faisons tous les 3 ans, sur la qualité de vie et des conditions de travail. Donc 77% de nos salariés sont satisfaits de leurs conditions de travail. C'est en légère amélioration et ça, c'est surtout très intéressant pour les équipes de direction puisque ça leur donne des choses tout à fait concrètes pour continuer à améliorer les conditions de travail des salariés dans le groupe Thermador. Un chiffre qui est moins bon, c'est l'absentéisme, hein, puisqu'il se dégrade encore légèrement par rapport à l'année dernière, 5,76%. Donc ce n'est pas uniquement dû au groupe Thermador, c'est un phénomène de société. Pour autant, c'est un ratio sur lequel on travaille pour revenir à des taux que l'on avait il y a quelques années et qui nous paraissaient tout à fait normaux. 33% de femmes au comité de direction, au comité exécutif, mais également 33% de femmes parmi tous les mandataires sociaux du groupe. Donc ça fait 21 personnes. Pour rappel, au niveau du conseil d'administration, nous avons 45,5% de femmes. Donc une bonne représentation des femmes dans les instances de direction du groupe. 109,3%, c'est le taux d'atteinte de notre feuille de route du développement durable. Donc cette feuille de route, elle est composée de 19 indicateurs. Vous la retrouverez à la page 21 de notre document d'enregistrement universel. Donc là aussi, on est en avance sur cette feuille de route 2025-2030. Avec un focus aujourd'hui sur l'empreinte carbone. L'empreinte carbone, pour mémoire, est représentée à 95,6% par nos produits. Nous sommes une entreprise de distribution. La principale empreinte que nous avons est portée par les produits que nous vendons. Nous avons cette année décidé de changer notre méthode de calcul pour être plus proche de la réalité au niveau des émissions de carbone. Et ce qui nous a valu d'augmenter notablement nos émissions carbone. Alors c'est simplement un jeu d'écriture, je dirais, un changement de référentiel, mais ça nous paraît plus honnête et plus proche de la réalité de nos produits. Bien évidemment, nous avons fait le calcul pour les années antérieures de manière à ce que vous puissiez avoir un repère par rapport aux années antérieures. D'ailleurs, on voit que par rapport à 2023, nous avons une baisse de nos émissions carbone d'environ 14%, 14,5%, ce qui correspond à un petit peu plus de la baisse de nos volumes. 84 pages, c'est un petit clin d'œil, mais ça représente tout le travail qui a été fourni pour produire notre premier état de durabilité. Donc l'état de durabilité, c'est ce fameux rapport qui est consécutif à la CSRD, cette nouvelle réglementation européenne sur la durabilité. Donc ce rapport a été approuvé sans réserve par nos commissaires aux comptes en charge de la durabilité. Et pour mémoire, on vous signale le coût représenté par les travaux que nous menons pour le développement durable et pour le reporting. Le coût salaire plus prestataire, on est à 830 000 €, ce qui est quand même significatif. Alors, quelles sont les perspectives pour 2025? Alors, dans la lettre aux actionnaires, nous sommes extrêmement prudents. Nous disons que le chiffre d'affaires 2025 anticipé serait de notre point de vue à peu près similaire à 2024, avec quelques points particuliers qu'on va souligner. Alors les logements neufs, j'en parlerai tout à l'heure parce qu'il y a une diapositive qui illustre la construction de logements neufs en France. MaPrimeRénov', qui est quand même un enjeu majeur pour nous puisque ça a généré par le passé énormément d'activités et qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus faible. Alors, quelles sont les nouvelles des pouvoirs publics? Alors, déjà, nous avons un budget, ce qui est quand même nécessaire, et ça n'a pas été le cas depuis le début de l'année, ce qui a eu tendance à complètement bloquer le marché au mois de janvier. Ce budget, ou en tout cas ce montant alloué, est en baisse, hein, puisqu'il était de plus de 3 milliards selon l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat en 2024, et qui passera cette année à un peu plus de 2 milliards. Donc vous voyez quand même un coup de rabot assez considérable sur ces dépenses-là. Pour mémoire, l'année dernière, nous avons rénové en France 340 000 logements, alors que nous avons encore quasiment 6 millions de passoires thermiques.
Ça veut dire qu'à ce rythme-là, ça va nous prendre 17 ans pour rénover toutes les passoires thermiques que nous avons en France. Alors, on peut le prendre positivement en se disant que le groupe Thermador a du travail pour longtemps. Les données de marché, elles seront détaillées dans les diapositives qui vont suivre, ainsi que les données concernant l'industrie. On a deux courbes que je vais vous montrer. Je vais me concentrer sur le domaine de l'eau, le cycle de l'eau en France, et faire référence à un article du Monde qui est paru le 11 février et qui parle de l'augmentation du prix de l'eau en France pour des raisons qui sont liées au climat et à la rareté potentielle de l'eau dans le futur. Alors vous allez me dire que ça n'a pas été le cas en 2024, mais on en reparlera. Et aussi pour le coût de la dépollution qui est de plus en plus important. Et donc, plus l'eau va augmenter, plus nos matériels qui sont destinés à économiser l'eau vont être plébiscités par les utilisateurs. Donc, nous sommes absolument persuadés qu'à moyen long terme, c'est un marché sur lequel les produits du groupe vont trouver leur place. À l'international, nous avons encore un projet qui n'a pas été dévoilé de croissance externe. Alors, ça peut être une petite déception pour vous, puisque lors de la dernière lettre aux actionnaires, on parlait de 3 projets, dont un qui a été dévoilé. Nous n'en avons plus que 2, dont un dévoilé, c'est Dosaï, qu'on a évoqué tout à l'heure. Et ce projet se situe à l'international, dans le domaine de l'industrie, pour une société qui réalise à peu près 14 millions de chiffre d'affaires annuel. En espérant conclure rapidement, en tout cas vous donner des nouvelles sous quelques semaines. L'impact prix sur 2025 sera de notre point de vue quasiment nul. Alors un regard sur les logements neufs, comme je vous l'ai promis, et là une petite lueur d'espoir puisque nous voyons sur cette courbe orange qui représente les mises en chantier, la courbe bleue représente les permis de construire, nous voyons enfin que nous semblons avoir touché le fond. Et il était temps parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était une année 2024 extrêmement basse en activité. Donc ça veut simplement dire que si ça se révèle, si ça se confirme, cette tendance et cette remontée des mises en chantier, ça pourra avoir un impact positif dans 6 ou 8 mois pour les filiales qui sont exposées sur ce marché du bâtiment et particulièrement le logement neuf. Un regard sur Coedis qui regroupe tous les grossistes en sanitaire chauffage. Et on voit que sur les dernières années, surtout 2024, on était sur une tendance négative. On a eu les chiffres en fin de semaine dernière, sur le mois de janvier, moins 3,4. Donc on reste toujours sur une tendance négative, avec quand même l'espoir dans les mois qui viennent de repasser dans le vert au niveau de Coedis. En tout cas, nos clients grossistes sanitaire chauffage français. Inoa représente les fournisseurs des grandes surfaces de bricolage en France. Et là, vous voyez une tendance négative en chiffre d'affaires depuis plusieurs mois, plus d'un an. Et pour l'instant, pas de lumière verte à l'horizon. L'industrie en France et en Europe, alors là, ce sont des courbes jusqu'à la fin du mois de l'année 2024, auxquelles il faudra quand même rajouter les 2 derniers mois, janvier et février. Je viens de les consulter et effectivement, on constate en France et en Europe une remontée de ces indices. En France, on est maintenant sur un indice à 45,8 et en Europe à 47,6 avec 2 mois consécutifs de remontée significative. Ce qui veut simplement dire qu'on se rapproche de la barre des 50, la 50 étant la stabilité du marché. Donc là, plutôt des signaux qui sont positifs, on va dire. Alors, malgré toutes ces mauvaises nouvelles que je vous ai diffusées, on garde nos objectifs de croissance à long terme. Vous savez que dans le groupe Thermador, on s'intéresse surtout au long terme. Et quand on parle de long terme, pour nous, c'est 10 ans. Alors, vous voyez que toute l'avance, alors les bâtons orange représentent la réalisation et ceux qui sont bleu marine représentent en théorie une croissance régulière de 7% par an sur 10 ans. Donc, vous voyez que toute l'avance que l'on avait prise sur les dernières années, on l'a perdu en 2024. Donc tout le jeu, ça va être de reprendre une croissance moyenne de 7% dans les prochaines années. Patricia, tu nous parles du capital ? Oui, j'ai vu déjà quelques questions sur le chat, en fait, ou plutôt sur l'onglet questions.
Concernant l'évolution de notre capital, parce qu'en 2024, nous avons eu des mouvements importants. Donc déjà, nous avons perdu en fait notre fondateur Guy Vincent, donc le 19 avril. Guy Vincent détenait 5,3% du capital. Et la question c'était en fait quelle évolution en fait on allait voir sur en fait la détention de ces titres. Donc on vous a en fait communiqué en septembre la création d'un pacte du trail, donc qui a été signé par deux des trois fondateurs, plus l'indivision Guy Vincent avec plus de 3% du capital. Enfin, donc on a retrouvé 272 000 titres qui sont dans ce pacte du trail. Des dirigeants ont aussi pris part à ce pacte du trail qui fait qu'on a une certaine stabilité sur à peu près 25% de notre capital sur 2 ans. Et l'autre élément, c'est aussi le fait que Norman Rentrop, qui était le représentant d'un family office, qui représentait donc plus de 9% de notre capital, avait accepté d'être signataire de ce pacte du trail, même si cela ne lui conférait pas un avantage fiscal. Donc tous ces mouvements ont eu pour conséquence déjà une stabilisation du nombre de nos actionnaires individuels, 10 147. L'autre conséquence a été, et on a communiqué ça fin décembre, parce que l'opération s'est faite fin décembre, où il y a eu un transfert des titres détenus par le fonds d'investissement, le Family Office, donc allemand, qui détenait 9%, donc en lien avec Norman Rentrop. Les actions ont été transférées à Norman Rentrop en personne. Ce qui fait que maintenant, les 9% ne figurent plus dans la part des investisseurs institutionnels, mais figurent dans les actionnaires individuels. Donc tout ça nous donne un montant de 48,3% de parts détenues par les actionnaires individuels et 41,7% pour les investisseurs institutionnels. Donc après, dans les investisseurs institutionnels, on a regardé, il n'y a pas forcément, on retrouve Fidelity qui était déjà très présent à plus de 5%. Crédit Mutuel Equity est toujours présent et a maintenu sa participation. Donc voilà, donc au niveau de l'Assemblée générale, on vous redonnera, comme on l'avait fait l'année dernière, la liste un peu des investisseurs institutionnels qui sont présents à notre capital. Et on soulignera que nos salariés, anciens salariés et le FCPE détiennent 6,6% de notre capital. Donc je vais passer sur la diapositive suivante qui vous parle en fait de la liquidité de notre titre. Donc on reste, même si l'année 2024 a été une année, on va dire, mouvementée, nous avons maintenu un volume de transactions en millions de titres à hauteur de 1,87. Donc on reste sur les niveaux de 2021. Donc c'est plutôt une bonne répartition avec toujours, on vous donne en fait les différentes plateformes avec Euronext et puis d'autres plateformes sur lesquelles il y a des blocs de titres qui sont échangés. 1,87 million de titres, ça fait à peu près 8000 titres par jour en moyenne, avec des pics et des bas, dont à peu près 50% sur Euronext. Donc, je vais aussi vous parler de l'Assemblée générale, puisque c'est un événement important dans la vie de Thermador Group. Donc, elle aura lieu le 7 avril au musée de Confluence à 17 h. Donc, vous êtes cordialement invités à venir et à voter également. Donc, pour voter, effectivement, cette année, nous avons beaucoup de résolutions. Je pense qu'on en a 28 au total. Donc, pourquoi on a en fait une modification de nos statuts, mais ça, je vous en parlerai après. Je vais commencer par donc, une des résolutions qui est attendue, donc c'est la distribution du dividende. Donc, nous proposons donc maintenir un dividende à 2,08. Donc, ça fait 3 ans que le montant est identique. Donc ça, c'est la première chose. Derrière, nous avons, dans les autres résolutions que nous souhaitons porter à votre connaissance, ça concerne Xavier Isaac. Xavier Isaac, qui est arrivé dans le groupe en 1999 et qui en fait va être proposé pour être un nouvel administrateur et qui prendra en fait la suite de Lionel Monroe. Donc, tous les 4 ans, les mandats en fait, des directeurs généraux délégués sont des mandats de 4 ans. Le mandat de Lionel Monroe arrivait donc à échéance en avril 2025.
nous avons refait un processus de conclave pour désigner le successeur de Lionel. Et donc, de ce conclave est sorti la désignation de Xavier Isaac. Donc, son rôle en tant que directeur général, c'est en cas d'indisponibilité soudaine du président directeur général, ce que je ne souhaite pas à Guillaume. Voilà, c'est vraiment dans le process de succession. Et donc, voilà. Donc ça, on aura une résolution qui sera proposée pour nommer d'abord Xavier Isaac comme administrateur et ensuite le conseil d'administration le lendemain, si la résolution est votée. Nous proposerons donc le mandat de directeur général délégué. La troisième résolution, qui en fait en comprend deux, donc concerne en fait un plan d'attribution d'actions de performance. Donc l'année dernière, nous avions proposé deux résolutions, une pour les salariés et une pour les dirigeants. Nous avons eu des votes, nous avions questionné nos salariés au travers du FCPE et nous avions eu un certain nombre de votes que nous avons fait un peu challenger, questionner. Et en fonction des discussions que nous avons pu avoir, nous avons décidé d'adapter nos plans d'attribution d'actions de performance. Donc les résolutions votées en 2023 ne seront pas appliquées. Par contre, nous proposons deux résolutions qui sont maintenant plutôt des actions de performance. Donc ça veut dire que c'est une rémunération long terme qui vient en plus de la rémunération court terme dont disposent nos salariés. Nous avons également redéfini le nombre d'actions maximum pour les mandataires sociaux et les dirigeants, une fourchette pour les salariés, et avec 100%, ces actions ne seront attribuées qu'avec l'atteinte en fait, de certains objectifs que nous définirons sur la base de nos 19 indicateurs de développement durable. Donc voilà, donc ça, ces deux résolutions, nous avons 38 mois pour les mettre en œuvre. Et forcément, nous regarderons, nous arbitrerons au niveau des conditions, du niveau des résultats et après du niveau de trésorerie. Il y aura un certain nombre de critères, mais ça sera une discussion si ces deux résolutions sont votées, qui seront en fait discutées avec notre conseil d'administration. Et bien évidemment, nous présenterons ces deux résolutions lors de nos réunions avant l'AG à nos salariés pour en fait les écouter et avoir leurs questions. Donc après, nous avons donc un certain nombre de résolutions, modification des statuts. Donc il y en a un certain nombre. Alors pourquoi nous avons fait ça? Parce qu'il y a une loi d'attractivité qui a été votée pour prendre en compte la visioconférence, le fait de pouvoir consulter de façon écrite des administrateurs, c'est beaucoup plus encadré. La durée des mandats des administrateurs, nous avons aussi modifié cet article. Et donc également, nous avons sur chaque article eu une préférence pour faire référence à la réglementation en vigueur plutôt que de revenir en fait à un article de loi précis pour éviter d'avoir nos mises à jour de statut tous les ans. Donc voilà, donc ça a été un travail qui a été long et ça nous permet d'avoir des statuts qui sont un peu plus en adéquation avec nos notes de gouvernance. Voilà, et donc je rappelais l'Assemblée générale le 7 avril 2025. La distribution des dividendes, ça sera donc mise en paiement, donc détachement le 14 avril et mise en paiement le 16 avril 2025. Ensuite, je vais vous parler du cours de bourse et du dividende. Donc le dividende, j'en ai déjà parlé 3 ans, c'est 2,08. Et le cours de bourse, vous voyez, on a en fait on a tenu, le cours de bourse s'est tenu, même si en 2024, nous avons, déjà fin juin, nous avions annoncé des résultats en baisse. On voit quand même qu'on a une certaine résistance. Et le fait d'avoir beaucoup d'actionnaires, des actionnaires qui nous sont fidèles, nous permet aussi de tenir ce cours de bourse. Et pour la dernière, on va rester sur une note positive. Le rendement dividende réinvesti. Donc de 2015 à 2025, on voit Thermador Group continue d'avoir une rentabilité supérieure à celle du CAC 40, donc 10% par an versus 8,3% par an. Donc on continue en fait de mieux performer par rapport au CAC 40. Merci Patricia, j'en profite pour vous remercier effectivement de votre fidélité puisqu'on a vu que dans ce gros temps que nous traversons, le nombre d'actionnaires est stable.
ce qui traduit bien la fidélité de nos actionnaires, et tout particulièrement pour des actionnaires d'une ETI, hein, on reviendra sur le sujet des ETI. Les sociétés de taille moyenne ont particulièrement été chahutées en bourse en 2024. Donc encore merci pour votre fidélité au groupe et votre vision long terme de notre projet. Alors je vais commencer par la première question qui consiste à nous demander si on avait vocation à rester en bourse et qui faisait référence à toutes les sociétés qui sont sorties récemment. La réponse est oui, on n'a pas du tout vocation à sortir. Parmi les sociétés cotées et les sociétés de taille moyenne, nous faisons partie des sociétés qui ont le capital le plus dilué. Ça, c'est une première chose. Après, on a énormément, compte tenu de la taille de notre entreprise, énormément d'actionnaires. Et puis, on n'a pas vocation à sortir de bourse, ce n'est pas du tout dans nos projets. Ce n'est pas qu'on ne nous le propose pas, mais c'est que ça ne nous intéresse pas. Après, il y a une question sur l'évolution de nos parts de marché en 2024. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on n'a pas perdu de référencement client. En industrie, on a effectivement, on voit dans les chiffres qu'on a dû gagner quelques parts de marché. Sur le reste, vas-y. Oui, ces questions de parts de marché sont assez complexes, hein, puisque on a 18 filiales, énormément de produits, et ce qu'on regarde, nous, c'est les parts de marché au sein de chacune de nos filiales sur chacune des gammes de produits qui peuvent osciller entre 0 quand on lance une gamme et 30-35% quand on est sur des produits depuis très longtemps. Encore une fois, le niveau de service du groupe Thermador, le stock, la qualité de nos équipes fait que même dans des périodes difficiles comme ça, nous conservons nos clients et nos parts de marché. Voire, ce sont des périodes durant lesquelles on a des opportunités pour aller gagner quelques parts de marché. La présentation sera bien disponible, celle qu'on vous fait, qu'on vous a montré aujourd'hui, sera bien disponible sur le site internet demain matin. Demain dans la journée, parce que nous devons déposer à l'AMS. Non, je te parle de la présentation. Ah, de la présentation. Le DU, ça sera, voilà, on attend, cette présentation, oui. Ça, on peut. Après, le lien avec les pages du DU, ça va arriver un petit peu, normalement demain en fin d'après-midi ou mercredi. Alors, un mot sur la baisse de MaPrimeRénov' et sur l'augmentation de la TVA sur les chaudières gaz. Alors ça reflète simplement les décisions des pouvoirs publics. La baisse du montant alloué, c'est un coup de rabot qui est lié aux problématiques budgétaires que nous avons dans ce pays. Mais ça reste quand même des montants qui sont considérables, hein, puisqu'on parle de plus de 2 milliards d'euros alloués. C'est quand même très considérable. Et l'augmentation de la TVA sur les chaudières à gaz, c'est effectivement la volonté des pouvoirs publics de donner priorité à des générateurs de chaleur ou de froid moins impactants et moins impactants en CO2. Et donc, à terme, privilégier les pompes à chaleur, marché sur lesquels on a... alors, on n'est pas vendeur de pompes à chaleur, je l'ai dit tout à l'heure, on est équipementier. Mais donc, ce développement long terme des pompes à chaleur en France et en Europe est une tendance absolument de fond. Alors, pour information, les chaudières gaz se sont développées en 2024. Beaucoup d'utilisateurs ont finalement fait le choix de ne pas tenter l'aventure pompe à chaleur en 2024 pour des raisons qui sont, à mon avis, plus psychologiques qu'autres. Il y a une question auquel on n'a pas répondu, c'est celle de Thierry qui dit, qui concerne en fait l'immobilier. Je vais revenir, je pense qu'on est passé à côté. C'était sur les difficultés de trésorerie au niveau de l'immobilier. Et attendez, parce qu'il y a beaucoup de questions. Alors, comment est-ce qu'on voit la reprise de l'immobilier en 2025? Encore une fois, c'est très difficile. Sur la courbe des logements neufs que je vous montrais tout à l'heure, on voit que ça reprend. On voit que l'hypothèse, ce serait de dire en fin 2024, on touche le fond et on repart. Alors, à quel rythme on va repartir? Je ne sais pas. On peut prendre pour exemple les cycles précédents dans le logement en France. Hein, c'est des cycles entre le haut et le bas qui sont des cycles de 5 ans, 7 ans des fois. Moi, ce que je constate effectivement, c'est que les taux d'intérêt baissent. Ceux qui veulent acheter peuvent obtenir aujourd'hui des taux inférieurs à 3%, ce qui commence à devenir intéressant. Et je constate également que dans des grandes villes françaises, il est aujourd'hui plus facile d'acheter
que de louer. Donc je pense que ça peut générer effectivement un mouvement vers l'achat de logements, appartements ou maisons, et donc de se rediriger vers une dynamique positive. Donc comment va se passer l'année 2025 ? On va espérer qu'on va suivre ce chiffre-là et qu'on va être sur une année de croissance sur la mise en chantier de logements neufs. J'avais une question de Régis sur le transfert de titres entre notre actionnaire de référence allemand et le nouvel actionnaire allemand. Donc ce n'est pas un nouvel actionnaire allemand, ça a toujours été Norman Rentrop qui était en fait derrière. Lui, dans le cas du Family Office, il y avait 200 familles et donc c'est lui qui en fait qui dirigeait ce Family Office. Maintenant, il y a à titre personnel et il n'y a pas de changement au niveau du conseil d'administration parce que son neveu, donc Yannis Rentrop, était déjà au conseil d'administration. Et là, son mandat est renouvelé. Donc, ça fait partie d'une des résolutions que nous avons. Voilà. Donc, il n'y a pas de changement. Ce n'est pas parce que c'est Norman Rentrop en personne qui nous a demandé une place au conseil d'administration. Alors, Thierry demande ou fait remarquer, est-ce que maintenant les actionnaires individuels sont devant les institutionnels ? Je l'ai précisé, c'est 48,3. Oui. On a un taux d'actionnaires individuels qui est absolument exceptionnel pour une société de notre taille. D'ailleurs, je pense qu'on est recordman toute catégorie des sociétés cotées en France en taux d'actionnariat individuel. Mais il faut reconnaître qu'au sein de notre actionnariat individuel, on a quelques individus qui ont un profil tout à fait particulier. C'est assez rare d'avoir au sein de son capital, dans une société de notre taille, une personne physique qui a 9% du capital. Après, il y avait une autre question. Avec le rachat de DPI, avez-vous prévu que ce segment des TP soit aussi cyclique au niveau de l'activité et volatile au niveau produit? Alors, franchement, non, pas du tout. Parce que quand on a racheté cette société, la première année qu'elle a bouclé dans le groupe Thermador, on était à 42 millions de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, on est à 33. Donc, imaginez-vous, ce n'est pas du tout ce qu'on avait anticipé. Effectivement, ce phénomène cyclique sur les travaux publics, on ne pensait pas le vivre d'une manière aussi brutale. Alors, ce phénomène lié au volume a été également amplifié par un phénomène sur les prix. Donc, pour répondre à votre question, non, on n'avait pas prévu que ça soit aussi volatile. Après, il y a une question de Xavier sur le bon niveau de trésorerie à temps, et à savoir si cette dynamique va-t-elle se poursuivre en 2025, quels sont nos objectifs et les moyens mis en place pour les atteindre. Déjà, je pense que le fait qu'on ait en fait un cash pooling avec une rémunération par filiale, chaque filiale en fait est préoccupée ou intéressée, on va dire plutôt intéressée, à ce que son cash en fait soit rémunéré. Donc on voit bien que le fait qu'on repasse sur des taux d'intérêt intéressants a permis de générer plus de résultats. Donc nous, ce qu'on fait par rapport à ça, c'est bien évidemment le benchmark, il est important, c'est que chacun se compare par rapport à d'autres filiales qui sont dans le même type sur la même typologie de clients pour vérifier qu'on est bien en ligne. Donc ça, c'est déjà le fait qu'on ait ce comparatif, ça nous aide. Le fait que la trésorerie soit rémunérée, ça aide aussi en fait à ce que nos filiales soient préoccupées par rapport à ça. Et puis, on est sur nos fournisseurs, on fait en sorte, ça fait partie des négociations. Quand on négocie avec un fournisseur, on négocie à la fois les prix d'achat, mais aussi le délai de règlement. Donc tout ce qu'on a traversé, on va dire, sur les 4 dernières années, où on a été fortement challengé sur des commandes importantes à passer, des encours fournisseurs importants, ça a vraiment mis l'accent sur bien gérer notre besoin en fonds de roulement. J'ajouterais qu'on a quand même une petite marge de manœuvre au niveau du stock, puisque le stock a augmenté en nombre de jours. Alors il a diminué en valeur, mais augmenté en nombre de jours d'achat consommé. Ce qui veut dire qu'en théorie, les filiales peuvent aller encore chercher un peu d'optimisation sur le stock. On est en BFR, en besoin fonds de roulement, en pourcentage du résultat opérationnel à peu près à 40% aujourd'hui. Et on sait que dans un contexte plus stable, où les achats peuvent s'organiser de manière précise, on peut en théorie atteindre 35%. Donc on a quand même une marge de manœuvre sur le BFR qui nous permet d'espérer de maintenir un bon niveau de trésor l'année prochaine. François, bonsoir François.
s'intéresse à la santé financière de nos clients grossistes. Sincèrement, en 2024, on n'a pas eu d'alerte sérieuse sur nos clients. On a eu quelques petites alertes, mais qui se sont produites de manière tout à fait constructive, c'est-à-dire que le client nous appelle, nous prévient et on l'accompagne. On n'a pas eu de choses extrêmement dures et sincèrement, je n'en vois pas à ce jour. Et c'est un point de vigilance et ça fait partie en fait quand on dit qu'on a travaillé notre fonds de roulement, c'est vrai que ça fait partie des points où on a plus en fait consolidé les positions pour avoir une vision groupe de l'exposition qu'on peut avoir sur certains gros clients grossistes. Et donc ça nous permet effectivement de voir quand ça commence à... Si on a des petites alertes d'un côté, sur une filiale, on arrive tout de suite à voir si ça peut avoir des impacts ailleurs. Donc ça, le fait qu'on communique bien entre nous, ça nous permet en fait d'anticiper les sujets et les traiter commercialement, puisqu'au final, on se rend compte que c'est peut-être comme ça qu'on arrive en fait à mieux éviter et accompagner certains clients quand il y a des difficultés. Alors, Jean-Pierre nous suggère de faire une opération transformante pour nous désengager, en tout cas nous rendre moins dépendants du marché français, mais sur le fond, vous avez tout à fait raison. C'est vrai qu'aujourd'hui, au regard des investisseurs, notre point faible ou un de nos points faibles, c'est d'être très franco-français avec les avantages que ça comporte quand la France va bien et les inconvénients que cela a quand la France va moins bien comme aujourd'hui. Alors faire une opération qui consisterait à trouver le thermador européen et à doubler de taille à l'étranger, non, sincèrement, c'est pas possible parce que déjà le thermador européen n'existe pas. Ce type de cible qui pourrait intégrer le groupe ou rentrer dans notre business model n'existe pas. Nous, on est plutôt sur des projets qui peuvent osciller entre, on va dire, quelques millions d'euros et 30. On est rarement au-dessus sur des cibles dans des métiers qui nous intéressent, avec aussi la nécessité de faire les choses correctement, de bien intégrer les sociétés, parce que faire un gros coup pour derrière prendre des risques considérables sur les résultats du groupe, on est quand même là prudent. Donc je ne dis pas que ça ne se fera jamais, mais aujourd'hui je ne vois pas la cible qui pourrait correspondre à cette idée de franchir un cap très important d'un coup. On voit plutôt des cibles, comme je l'ai dit tout à l'heure, de l'ordre entre quelques millions d'euros et 30, et donc ça nécessite de le faire progressivement. Alors, est-ce que ces périodes difficiles sont des opportunités pour prendre des parts de marché? Là, c'est plus une question de service qu'une question de gestion. Alors, c'est lié, parce que comme on a une bonne gestion, on a de bonnes finances. Comme on a de bonnes finances, on peut se permettre d'avoir des stocks conséquents. Comme nos stocks sont conséquents et que nos équipes sont stables, on parvient à amener le service que nos clients attendent. Et c'est vrai qu'à l'heure où certains concurrents peuvent peut-être prendre des mesures plus dures sur leur stock, nous, on conserve un niveau de service dans ces périodes-là qui est très bon. Et ça peut nous permettre effectivement de prendre des parts de marché. Après, il y a une question d'Olivier qui nous demande si on subit des conséquences directes de la guerre en Ukraine. Bon, ça, en fait, ça fait partie des informations qui nous sont demandées. Est-ce qu'on a du business en Ukraine? Non. Et est-ce qu'on a des fournisseurs qui sont basés en Ukraine? Non plus. Donc, on n'a pas forcément de conséquences directes. Après, on vend en fait dans des pays qui sont tout autour. Donc, économiquement, effectivement, ça a eu un impact. Mais... Oui. Et ça peut avoir un impact sur l'économie française et donc sur toutes les entreprises françaises parce que si on décide d'un jour à l'autre d'augmenter de 1% les dépenses militaires en France, alors que le budget est déjà ultra serré et déficitaire, bien évidemment qu'il va falloir trouver l'argent quelque part. Donc c'est quand même un contexte économique et géopolitique extrêmement difficile. Je précise qu'on n'a pas non plus de fournisseurs aux États-Unis. Parce que même si aujourd'hui on ne nous pose pas trop de questions sur le risque chinois, on pourrait nous poser des questions sur le risque américain. Les achats aux États-Unis, c'est de l'ordre de 0,16% de nos achats. Donc pour l'instant, on n'est pas du tout exposé sur les États-Unis. Après, il y a une question de Thierry sur la remise en cause potentielle de notre politique de dividendes.
Donc même si on a eu, l'année a été chaotique. Oui, on a une baisse de notre résultat, mais on maintient le dividende et ça fait un peu partie de notre ADN de conserver ce montant de dividende. Voilà, donc on l'arbitre, voilà, et on essaye de faire en sorte que dans notre stratégie, en termes d'allocation de cash, finalement, on arrive toujours à maintenir à minima le montant de dividende. Alors vous savez que parmi les sociétés cotées, on fait partie des rares à n'avoir jamais baissé le dividende en valeur absolue depuis l'introduction en 1987. Et on compte bien garder cette petite particularité qui est tout à fait sympathique pour les actionnaires individuels qui apprécient le dividende stable alors que le cours varie. Je me permets quand même de vous rappeler que le plus important pour vous en tant qu'investisseur, c'est de regarder la performance long terme, dividende réinvesti, comme Patricia vous l'a montré tout à l'heure. C'est une courbe qui est disponible en temps réel sur le site internet du groupe. Alors, est-ce qu'on pourrait craindre la sortie de fonds institutionnels? Oui. Clairement, il y a des sociétés de taille moyenne qui ont été extrêmement malmenées parce que des fonds ont dû sortir assez précipitamment. Nous avons plutôt, jusqu'à présent, bien résisté, mais ce n'est pas un risque qui n'existe pas pour le groupe Thermador. C'est pour ça qu'on continue, Patricia et moi, à beaucoup communiquer, à faire des forums, à faire ces webinaires, de manière à maintenir ce niveau de transparence, ce niveau de confiance, à la fois avec les actionnaires individuels, mais également les institutionnels, qui sont, en règle générale, ceux qui sont dans notre capital, des institutionnels moyen-long terme. Ils n'ont pas une vision à 12 mois. C'est rarissime d'avoir dans notre capital ce type d'investisseur. Donc oui, le risque existe, et voilà comment on fait pour le limiter humblement. Après, il y a une autre question. Testez-vous souvent des procédures cybersécurité, sauvegarde pour éviter cryptage de données par hacker? On a une équipe dédiée sur cette partie-là, en interne. Voilà. Et on communique très peu sur ce qu'on fait, parce qu'on s'est rendu compte en fait, que quand on mettait des données publiques, derrière, on avait des tentatives de fraude en lien avec des données qu'on rendait publiques. Donc, on investit à la fois en termes de ressources humaines et en termes de compétences. Et voilà, mais on n'en dira pas plus. Mais on fait ce qu'il faut. On n'a pas eu d'incident majeur dans le groupe Thermador sur l'IT. Effectivement, depuis quelques années, maintenant, on a des équipes qui sont 100% dédiées sur ces sujets. Et ça fait partie, je comprends que vous posiez cette question, parce que ça fait partie des risques des entreprises d'aujourd'hui. Mais par contre, c'est vrai qu'on a eu des clients qui ont eu en fait des attaques. Après, ce qui est important, c'est limiter en fait l'effet de ces attaques. Et donc ça, c'est vraiment ce sur quoi nous on se focalise. Et après, on accompagne nos clients parce qu'on essaye d'être compréhensif aussi quand ils sont en difficulté. Une question sur les réseaux de distribution et sur la vente éventuelle en direct aux particuliers. Alors, certaines de nos filiales B2B2C, alors quand on dit B2B2C, c'est quand on vend à des professionnels qui vendent eux-mêmes à des particuliers, les grandes surfaces de bricolage par exemple. Certaines de ces filiales ont des sites internet marchands qui peuvent effectivement s'adresser à des particuliers. On le fait avec précision, modération, de manière à ne pas perturber l'activité de nos grands clients distributeurs, avec une politique tarifaire respectueuse des réseaux de distribution. Ça peut aussi être intéressant pour le service après-vente, parce que clairement, quand un utilisateur final cherche à changer le joint, par exemple d'une pompe ou d'un robinet, c'est quand même beaucoup plus simple de le faire via un site internet et de se faire livrer dans une enveloppe que de déclencher le plan hors sec dans une grande surface de bricolage pour obtenir une pièce qui vaut quelques euros. Donc sur ces sujets-là, effectivement, on est encore en train de développer un savoir-faire pour la vente en direct avec toute la retenue et la précision qui sont nécessaires. Après, on a une question technique qui nous dit: pouvez-vous préciser la définition de capitaux engagés pour le calcul du ROCE?
Donc on prend en fait nos capitaux propres, on prend nos dettes bancaires, on enlève la trésorerie positive et, donc, et on rapporte tout cela sur notre résultat opérationnel. Mais bon, on a en fait dans le chapitre 1, on indique en fait comment est-ce qu'on le calcule. Donc ça, vous pourrez le retrouver dès mercredi. Ensuite, il y a une question sur les statistiques de marché par mois sont bien calculées sur une base annuelle. Donc ça, je pense que c'est dans les graphiques que tu as présentés, Guillaume. Alors, les statistiques de marché par mois sont calculées sur une base... Non, non, c'est Mois des par mois. calculs... Mois par mois. c'est un référent mensuel. Mm. C'est-à-dire que quand on dit sur les diapositives qu'on a montrées, quand on dit on est à -4, c'est par rapport au mois de l'année précédente. Et dans les diapositives, vous avez la tendance annuelle. Donc de mémoire, voilà, sur Inoa, c'était -4. Ça, c'est la tendance annuelle, mais les petits bâtons que vous voyez en haut et en bas, c'est les tendances mensuelles. Après, il y a une question. Quelle est votre position concernant l'apport de l'IA dans le commerce, CRM et les achats, gestion de stock? Donc sur la partie achat, gestion de stock, on a déjà, en fait, ça fait maintenant plus de 4 ans, où on a développé, en fait, un outil d'approvisionnement qui maintenant est déployé dans plus de 6 filiales. Donc ça, en fait, on utilise déjà la partie IA. Et sur la partie CRM, donc, on a pris un CRM marché et nous sommes en cours de déploiement sur 4 filiales. Alors après, dire que l'IA est dans le CRM, nous n'en sommes pas là. Nous essayons déjà de stabiliser l'utilisation de ce CRM par nos équipes commerciales. Et donc, il y a un effort qui est fait au niveau de notre équipe informatique pour répondre en fait aux demandes de nos équipes commerciales. Mais c'est vrai que l'IA, ça fait partie des sujets sur lesquels on en entend beaucoup parler. Nous, on l'a utilisé plutôt sur les sites e-commerce, sur la partie en fait contenu de nos produits. Alors, le travail fait sur les transports, il y a à la fois le transport en amont et le transport en aval. Le transport en amont, un énorme travail a été fait récemment pour parvenir à avoir une façon plus homogène d'acheter les conteneurs, et c'est un enjeu important pour le groupe Thermador. Donc, on a sélectionné 2 transitaires qui sont maintenant les partenaires du groupe de manière à avoir les meilleures conditions auprès de ces 2 partenaires et eux leur amener du volume. Et en ce qui concerne le transport chez les clients, c'est un travail qui est mené tous les ans avec des appels d'offres réguliers de manière à avoir en permanence la meilleure proposition qualité-prix sur cette prestation, puisqu'effectivement, vous avez raison, ça fait partie des coûts importants du groupe Thermador. Après, est-ce que l'éventuelle modification des règles de la CSRD va-t-elle modifier le reporting extra-financier de Thermador Group? Alors, pour l'instant... Ça vient d'un salarié du groupe. Donc, voilà, donc pour l'instant, en fait, on a... Alors, c'est Omnibus pour ceux qui... Voilà, ça, c'était la semaine dernière. On attend de voir, en fait, comment ça va être retraduit. Allègement, oui, il semblerait qu'il y ait un allègement et en fonction du nombre de salariés, ça peut avoir des conséquences. Après, il faut que ça soit traduit en droit français. Nous, on était quand même les premiers en France en fait, à adopter. Donc, on va voir comment en fait, les conséquences que ça va avoir. Après, strictement parlant, il y a peut-être des données qui étaient des données obligataires qui ne seront plus obligatoires. Est-ce qu'on va tout casser ce qu'on a fait? Je ne pense pas, puisque quelque part, c'est aussi pour ça qu'on a pu produire un état de durabilité avec des données qui étaient des données en fait, qui ont été en fait, certifiées, attestées par notre commissaire aux comptes. Parce que ça fait depuis des années en fait, qu'on travaille sur notre bilan carbone, etc. Donc on ne va pas s'arrêter de travailler sur ces données-là qui pour nous sont importantes. Alors, mais on sera vigilant, effectivement, parce que c'est beaucoup de travail de la part de nos équipes en filiale. Et il faut être vigilant par rapport à ça. Loïc nous demande si on aura une croissance de 7% en 2025. Non, comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que 2025, ça va être une année stable en chiffre d'affaires. Enfin, on va faire le nécessaire pour que ce soit le cas. Donc, notre projection 10 ans, elle est valable sur 10 ans. Mais il y a des années avec et des années sans, des années qui seront supérieures en progression, d'autres inférieures. Donc, sur 2025, non, j'escompte pas, nous n'escomptons pas 7% de croissance en 2025. Alors le coût du capital, c'est un concept qu'on utilise beaucoup au moment des acquisitions quand on fait une valorisation d'entreprise. Tu peux nous parler du WACC?
Je pense que c'est ça la question sur le coût du capital. Oui, je pense que c'est ça. Enfin, il y a deux choses. Il y a ça, effectivement, c'est notre taux le taux du capital moyen. Donc ça, on a communiqué sur, enfin vous le verrez dans le DU, mais on était sur un 9,1% avec une sensibilité de plus ou moins 1%. Donc ça, c'est ce qu'on utilise quand on fait des achats de société. C'est ce taux-là qu'on utilise. Alors on n'en utilise pas qu'un. Effectivement, on travaille la sensibilité. Il y a ça. Et après, derrière, dans le coût du capital qu'on utilise pour nos investissements autres, c'est-à-dire qu'on regarde s'il y a un investissement sur la partie immobilier, on n'a pas la même approche. On est sur un retour sur investissement et on regarde effectivement quels sont les taux des derniers emprunts qu'on a eus et on se table là-dessus. Je vous préviens, à 19h15, on devra s'arrêter parce qu'on a des salariés qui sont en régie et qui ne souhaitent pas passer toute la nuit ici. Donc, on va essayer d'être très bref dans les réponses qu'on va vous amener dans les prochaines questions. Alors, vous nous demandez pourquoi est-ce qu'on se compare au CAC 40 ? Si on se comparait au CAC Mid & Small, ce serait moins challenging parce que le CAC Mid & Small a des performances sur 10 ans qui sont moins bonnes que celles du CAC 40. Donc, quand vous allez sur notre site internet et que vous jouez avec cette courbe, parce que vous pouvez changer les paramètres, on a mis aussi quelques sociétés qu'on aime bien. Donc, on peut se comparer avec des sociétés de taille moyenne extrêmement performantes. Et vous avez aussi la possibilité de nous comparer au CAC Mid & Small. Après, y aura-t-il un impact avec la mise en place de l'impôt sur les bénéfices des grosses ETI? Ce qu'il faut savoir, c'est que nous ne sommes pas en intégration fiscale, donc l'impôt il est payé filiale, il est calculé entité légale, enfin donc filiale par filiale. Donc pour moi, on ne devrait pas, on n'a pas de, c'est pas parce qu'on est consolidé, on a produit des comptes consolidés qu'on sera en fait impacté. Que sont devenus les anciens actionnaires de DPI? Les 3 actionnaires de DPI sont encore chez DPI à travailler pour nous. Alors, le dirigeant s'est engagé à rester à minima 5 ans dans l'activité. Ce n'était pas le cas forcément de ses 2 associés, mais pour le moment, ils sont tous les 3 au travail et tout particulièrement motivés pour redresser la situation parce qu'effectivement, ils considèrent que la situation est difficile et donc ils jouent les prolongations pour faire le service après-vente de leur société, je dirais. Alors, vous aviez souvent parlé du marché dans des pays CTI de l'Allemagne. Alors, oui, la question concernant les marchés satellites de l'Allemagne et les pays de l'Est, c'est les marchés sur lesquels nos parts de marché restent quand même relativement modestes, puisque ça prend beaucoup de temps de visiter les clients, de les convaincre. Et donc, pour nous, c'est forcément des marchés à opportunité. Et quand vous regardez la progression de notre société Safeco, qui visite tous ses clients dans ces différents pays, vous voyez que Safeco, avec de très bonnes années, des moins bonnes, mais globalement, a une progression assez régulière du fait du potentiel qui existe dans ces pays européens, à l'est de l'Europe, mais c'est également vrai au sud de l'Europe, par exemple en Espagne. Safeco parvient tous les ans à aller chercher un petit peu de chiffres et de parts de marché supplémentaires. Non, je ne vois pas de concurrents. La question, c'est de savoir s'il y a des concurrents en difficulté qu'on pourrait acheter. Je n'en vois pas à ce jour. Et après, c'est Xavier Maupin qui souligne la belle performance relative de Safeco en 2024 et quels sont les pays les plus dynamiques et ambitieux pour 2025. Safeco, en fait, elle est quand même très orientée industrie. Et effectivement, c'est ce qu'on a bien souligné au départ, c'est qu'on a une résilience en fait, des filiales qui sont placées dans l'industrie. Et là, on a de très faibles parts de marché. Et c'est vrai que cette belle performance de Safeco est aussi en lien avec ça. Et les pays les plus dynamiques, on peut citer quand même la Pologne, on en a entendu parler récemment. C'est quand même un pays qui s'est développé où on voit que sur une période de 5 ans, on voit les choses bouger d'une manière assez significative. C'est vrai que ça pourrait faire partie des pays intéressants pour nous si on pouvait trouver une société qui nous convienne en Pologne. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et avez-vous inclus l'intelligence artificielle à divers niveaux de la société, production commerciale? Donc là, ce que je disais, c'est qu'on l'inclut dans la partie logicielle d'approvisionnement et sur la partie, en fait, sur nos sites e-commerce pour la partie création de contenu et gestion des langues, parce que ça c'est aussi un point, c'est que sur cette année, Safeco
bénéficié en fait d'un site e-commerce. Donc c'est vrai que ça a permis en fait à Safeco d'avoir pas mal de commandes qui arrivent. Alors ce n'est pas forcément des commandes additionnelles, mais c'est en fait un flux de commandes qui arrive de façon différente. Safeco, c'est l'international, donc il faut gérer des langues, il faut gérer en fait autant de désignations articles qu'il y a de langues. Donc ça, effectivement, l'intelligence artificielle nous aide par rapport à ça. Le grand challenge pour nous, ça va être d'être très vigilant et très à l'écoute des logiciels qu'on utilise déjà, puisque ces logiciels vont eux-mêmes évoluer et bénéficier d'apports de l'intelligence artificielle, parce que la tentation d'aller chercher des briques supplémentaires pour ajouter de l'IA un petit peu partout, ça risque aussi de complexifier et d'amener des pannes. Donc il faut aller vite, mais il ne faut pas se précipiter et il faut être à l'affût de ce que peuvent nous amener nos partenaires actuels ou nos logiciels actuels via une injection d'intelligence artificielle à l'intérieur. Après, la dernière question. La gestion des stocks est-elle gérée par du SAP? Non, en fait, on a un ERP qui est un ERP qui est utilisé, c'est un éditeur logiciel américain. C'est un logiciel qu'on retrouve beaucoup dans la grande distribution. Donc ce n'est pas SAP. Je pense que c'est plus simple que SAP. Et donc, on a en fait la gestion des stocks et derrière, on a cette partie approvisionnement qu'on a en fait câblée avec notre ERP. Voilà. Donc ça, c'est ce sur quoi on travaille beaucoup. C'est les interfaces et ce dont parlait Guillaume, c'est que si on développe beaucoup d'applications, les interfaces sont chronophages et donc ça, c'est on l'a mis en place pour la partie approvisionnement parce que on trouvait que ça avait complètement du sens. Et voilà, donc ça, c'est pas, non, SAP, c'est pas pour nous. On essaye en fait, il y a une filiale qui est sur SAP Premium et on essaye de la migrer sur notre ERP. Alors, ce qu'on a fait avec l'IA, c'est la synthèse de vos questions lors des webinaires. Vous voyez, par exemple, ça fonctionne bien parce que ça permet assez rapidement d'avoir vos questions, d'avoir nos réponses et d'avoir une bonne idée de l'échange qu'on a eu ce soir. Merci beaucoup pour votre fidélité. Encore une fois, plus de 10 000 actionnaires, la stabilité. On vous remercie chaleureusement de rester fidèle au groupe dans ces circonstances. On vous invite bien évidemment à Lyon pour notre Assemblée Générale. Vous êtes les bienvenus. Si vous ne pouvez pas venir, ce qui serait quand même absolument dramatique, mais bon, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut dans la vie, pensez à voter parce qu'on est très attachés, Patricia et moi et l'ensemble de la direction du groupe, à ce taux de vote qu'on a en Assemblée Générale qui était de plus de 77% l'année dernière. Donc on compte sur votre présence physique et éventuellement sur vos votes si vous ne pouvez pas venir. Merci et je vous souhaite une excellente soirée. Merci à vous, bonne soirée.